Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier Islam et Qaïs pour l'invitation, m'avoir permis d'être parmi vous dans cet endroit magnifique. Salerno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à 50 km au sud de Naples. C'est la côte amalfitaine, c'est là où il y a l'île de Capri qui est très connue. Et Salerne, c'est la plus ancienne faculté de médecine au monde. Donc, si vous tapez Salerno sur Wikipédia, il va vous donner la Scuola Medica Italiana, la Scuola Medica Salernitana, quindi l'école de médecine de Salerno. Donc, c'est ça, un peu sur la ville de Salerno. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un système d'équations aux dérivées partielles, d'un modèle où il va être transformé en un problème de Cauchy avec retard. Donc on a assisté à quelques exposés concernant le retard et je vais vous présenter tout d'abord un exemple. On va démarrer d'un exemple d'application et on va essayer de le transformer en un problème assez général et donc d'essayer d'avoir une théorie assez générale où on peut mettre dedans cet exemple d'application, on peut mettre dedans beaucoup d'autres choses. Alors il s'agit de... Donc on va essayer de voir ce problème-là où il y a... c'est un problème d'évolution dans un réseau. C'est un problème de transport. Donc il y a la dérivée par rapport à x. Et je prends un réseau où les segments vont être modélisés par l'intervalle 0,1. On va unifier tous les intervalles. On va considérer, pour simplifier, l'intervalle 0,1. Donc, sur chaque segment, il y a une évolution vérifiée par la fonction uj, où j, ça va de 1 jusqu'à m, donc c'est un système. Il y a plusieurs segments dans le réseau. Donc, c'est ça l'équation avec retard. Il y a un retard ici. On prend des mesures des fonctions à variation bornée. Donc, il y a la mesure de Dirac dedans. Et donc, on a un retard ici, et on a un retard aussi au bord, aux conditions au bord. Donc, il y a le U au point 1, lorsque x égale à 1, et il est lié au point 0. Donc, ça, c'est une condition classique quand on étudie des problèmes de transport sur le réseau. Et on a ajouté un retard parce que dans le point de conjonction, il y a toujours un peu de retard pour transmettre l'information. Donc, on a ajouté un terme de retard. Et ça, c'est la condition initiale. Et si vous avez un retard, il faut avoir aussi une condition sur l'histoire. Donc, c'est la fonction ij au point tau. Lorsque tau est à moins 1, on a aussi mettre moins 1 seulement pour simplifier, au lieu de mettre moins r, lorsque le taux il est entre moins 1 et 0. Donc il s'agit de ce genre d'application qu'on propose d'étudier. On va essayer de voir tout d'abord si une solution existe et elle est unique. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est d'étudier le comportement asymptotique. Et c'est là où ça intervient ce qu'a fait Nicolescu ce matin. Il y a l'équation caractéristique qu'il faut étudier, etc. Donc il y a un tas de choses à faire. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un formalisme général qui fait rentrer ce genre d'équation dedans, qui nous permet de résoudre ce genre d'équation par un formalisme assez général. Il y a quelques difficultés.
la difficulté, bon, si vous avez un retard ici, ce n'est pas un problème. Il y a plusieurs papiers, plusieurs qui concernent la résolution de ce genre de problème, mais si vous avez aussi un retard au bord, c'est là où il n'y a pas beaucoup de résultats. Si le retard qui est au bord il est borné, et ça c'est pas borné ce terme-là, parce qu'il y a des mesures de Dirac, et bien sûr on étudie le problème dans L1, et donc les mesures de Dirac ne donnent pas un opérateur borné, et c'est exactement ça la difficulté. D'accord? Donc je passe et je vais, bon c'est ça la description du graphe. Le graphe il est constitué par des nœuds et des segments. On paramétrise, comme j'ai dit, tout d'abord les segments par l'intervalle 0,1. Et dans la théorie des graphes, il y a ce qu'on appelle la matrice B qui donne une description, une structure au graphe. Donc il y a la condition de Kirchhoff, la somme des poids doit être égale à 1. Et donc ça explique la présence du poids qui est ici. D'accord? Donc on va essayer de formaliser ce problème-là d'une façon plus générale. Donc vous voyez, le problème que je viens de décrire, il peut s'écrire de cette façon-là. Il y a un opérateur de dérivation, AM, qui est ici. Il y a un opérateur, c'est l'intégrale, il y a un opérateur de retard qui est ici. Ça, c'est un opérateur au bord, c'est-à-dire ici, c'est la condition U de 0, U de 1 de t, il est là. Ça, c'est U de 0, là où il y a U de 0, et ça, c'est le retard. D'accord? Et bien sûr, il y a la condition initiale et la condition pour les équations à retard. Donc, ce problème-là, on peut le formaliser comme un problème qui est de ce type-là. Je vais l'écrire parce que j'en ai besoin. Donc, c'est un opérateur maximal parce qu'il n'y a pas de condition. C'est seulement la dérivée. C'est pour cette raison on note AAN. Et il y a un retard ici. Et le bord, il y a un MZ de t, il y a un LZ de t, et bien sûr, il y a la condition initiale, Z de 0 égale à X, et l'historique. C'est ça mon équation formalisée en termes d'opérateurs. Donc P et L, ce sont des opérateurs de ce type-là. Et bien sûr, vous voyez, l'opérateur AM, c'est un opérateur qui a un domaine. Pour nous, ça sera W1P si on travaille dans LP. Le Z, c'est W1P. Le G et le M, et bien sûr, il envoie Z W1P à valeur dans C, ou bien dans R. Mais comme on a un système d'équations, donc ça sera Rm ou Cm. Donc ça, c'est un espace de dimension finie. Donc, si on comprend le formalisme, je vais essayer de vous décrire une méthode assez générale. Alors, avant de vous expliquer la méthode d'une façon générale, je vous dis qu'est-ce qui existe dans la littérature. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait la théorie de semi-groupe. Et dans la théorie de semi-groupe, il n'y a plus rien à montrer. La théorie était clôturée il y a quelques années. Le seul thème qui reste ouvert, qui reste encore à faire dans la théorie de semi-groupe, c'est la théorie de perturbation. La théorie de perturbation, c'est-à-dire si vous avez un générateur de semi-groupe et vous avez un autre opérateur B
quelles sont les conditions? Une condition assez générale, un théorème assez général qui vous dit que A plus B, avec un domaine bien sûr précis, engendre un semi-groupe fortement continu. Ça, c'est un problème ouvert. Dans la théorie de perturbation, il y a peu de résultats. Si on peut les compter à la main, il y a le résultat de perturbations bornées, il y a le résultat de petites perturbations, où le semi-groupe est les deux contractions ou bien le semi-groupe analytique. Il y a ce qu'on appelle les perturbations de Meadera, qui sont un peu plus meilleures que les petites perturbations. Il y a le théorème d'Okazawa aussi, c'est un théorème qui est assez général, mais il y a des conditions quand même assez restrictives. Et il y a ce qu'on appelle des résultats qui viennent de l'analyse harmonique. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. Donc il n'y a pas un théorème assez général. Donc ici, le même problème se pose. On a une perturbation au bord. Ça, c'est une perturbation au bord. D'accord? Alors, si on voit dans la littérature quels sont les résultats qui existent, il y a un seul résultat qui existe lorsque, oublions le retard, commençons par regarder le problème sans retard. Le seul résultat qui existe dans la littérature jusqu'à quelques années, c'est que M il doit être borné. Donc M il doit être un opérateur qui va de tout l'espace à valeur dans U, borné. Et ça, c'est la théorie de Greinard. C'est Greinard, en 82, qui a résolu ce problème-là lorsqu'on perturbe au bord avec un opérateur borné. Les techniques de Greinard, ils ne peuvent pas être étendues au cas non borné. Mais la même année, il y a un étudiant de Curtin, Salamon, qui a démontré le même problème, qui a démontré le même théorème de perturbation en utilisant des méthodes qui proviennent de la théorie du contrôle. C'est Curtin-Salamon, je peux dire que après ça sera la Curtin-Salamon-Weiss. Donc, il a fait le même problème avec une autre méthode. D'accord? Après ça, dans les années 90, il y a George Weiss, parce qu'il y a plusieurs Weiss. Il a commencé à bien étudier la méthode de Curtin-Salamon. Et il s'est intéressé au closed loop system. Donc il a un problème de contrôle, il a un input, un output, et il veut que l'input le contrôle soit égal à l'output, et donc il veut clôturer le système. Et en utilisant cette idée de Curtin-Salamon, il a fait ça, il a fait pas mal de travaux dans les espaces de Hilbert qui ont été généralisés par Staffan dans les espaces de Banach. Donc, moi, j'ai eu l'idée, autour de 1998, d'explorer cette théorie-là et d'essayer de démontrer un théorème de perturbation assez général où M est non borné. Et donc j'ai donné ça comme un sujet de thèse à un de mes étudiants à l'époque, Saïd Had, qui a bien étudié cette théorie et on a réussi à démontrer un théorème similaire. Donc vous voyez, si vous voulez avoir, quand la théorie est fermée et elle est bloquée, ça veut dire que les idées qu'on a, si on est dedans, ça va mener à rien. Il faut avoir d'autres idées, d'autres domaines pour pouvoir aller au-devant. Donc je vais vous expliquer cette méthode de Weiss, Staffan Weiss.
Donc on va supposer que le problème avec domaine le Kerr de G, hein, il engendre un semi-groupe. Imaginez, vous avez le Laplacien par exemple, on peut mettre la première dérivée ou le Laplacien. Le Laplacien comme domaine maximal dans les LP, c'est W de P, d'accord? Si vous mettez G comme un opérateur au bord et vous dites que votre bord la fonction au bord doit être égale à 0, c'est le Kerr, alors vous avez le Laplacien avec condition de Dirichlet qui génère un semi-groupe. Donc, cette hypothèse, il doit être toujours présent dans toute la théorie. Donc, A, qui est égal à l'opérateur maximal, avec un domaine qui est le Kerr de G, doit générer un semi-groupe fortement continu. Une autre hypothèse, la surjectivité de G, cette hypothèse, il vient du travail de la théorie de Greiner, du travail de Greiner, et c'est vraiment important de l'avoir, sinon on ne peut même pas initier la théorie. Donc ces deux hypothèses sont importantes pour initier. Une fois que vous avez la surjection de G, vous pouvez voir que cet opérateur-là, la restriction de G au noyau de lambda moins AM, est invertible. Et c'est ça, ça définit un opérateur, et c'est ça ce qu'on appelle l'opérateur de Dirichlet. Ça aussi, c'est connu. Donc, on définit à partir de G un opérateur de Dirichlet, on va définir ce qu'on appelle un opérateur de contrôle. Et c'est là où les idées de Curtin, Salamon vont jouer un rôle. Donc, on va définir un opérateur B qui est comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'A-1? On est obligé d'aller, parce que dès lambda, il envoie le U dans le noyau. Le noyau, en particulier, ce sont des éléments de Z, c'est-à-dire des éléments du domaine de AM. Donc, on ne peut pas mettre A ici, parce que dès lambda, l'image de dès lambda doit être dans le domaine de A. Comme ce n'est pas dans le domaine de A, on va essayer d'extrapoler. On va prendre l'opérateur A, qui engendre un semi-groupe, et on va l'extrapoler, l'étendre dans un espace de distribution plus grand. Et on va définir un A-1 qui va aussi générer un semi-groupe, mais dans un espace plus grand, dans un espace de distribution. Ça, c'est un formalisme. Donc, A-1, c'est une extension de A qui va engendrer, et ça, on démontre que ça existe, et ça engendre un semi-groupe qu'on appelle T-1, l'extrapolé, dans X-1. Ben, une fois qu'on a dès lambda l'opérateur de Dirichlet B, on peut initier à expliquer la théorie. Donc, je répète, je suis en train de voir le cas sans retard. Après, le retard, c'est seulement un petit détour pour arriver au résultat. Donc, sans retard, je prends le problème x point égale à AMX, je prends g de x égale à un certain u, et je prends y égale à un m de x. Et moi, je veux que u soit égal à y. Je veux fermer la boucle. Donc, pour avoir mon problème qui est ici, il faut que u soit égal à y. Mais je vais voir ce problème-là comme un problème de contrôle. Avant de transformer ce problème-là, je vous rappelle que d'après la théorie de Greiner, on peut décomposer le domaine de AM, c'est-à-dire Z, comme somme directe du domaine de A et le noyau de lambda moins AM. Et on peut montrer que AM, qui est ici, n'est autre que A-1 plus BG restreint à Z. Donc, si vous voyez, vous pouvez remplacer AM par A-1 XBG et G de X et U. Donc, il y a A-1 X de T plus BU. Et le Y, vous le laissez, égal à M de X. Donc, par ce moyen-là, vous pouvez transformer votre problème qui est ici en un problème de ce type-là. Vous voyez qu'il y a un contrôle qui est ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il y a quelque chose à faire. Alors, X,
vous voyez M, il est non borné. Donc Mx doit être bien défini. D'accord? La solution qui est, que vous pouvez, la mild solution que vous pouvez avoir, c'est à partir de la formule de la variation de la constante, c'est exactement ce qu'on appelle ce phi de t. Il y a la partie semi-groupe et il y a cet opérateur de convolution qu'on va appeler phi de t. Et pour que la solution soit dans x, parce que vous travaillez dans votre espace de départ, pas dans x-1. X-1, en général, il est abstrait, on ne le connaît pas. Donc, quand vous travaillez dans x, il faut que cette convolution soit dans x. D'accord? Et si c'est dans x, c'est ça ce qu'on appelle, ça porte le nom de l'admissibilité. Alors, on prend comme définition, B est un opérateur de contrôle admissible, c'est cet intégral-là, il est dans x. Pour n'importe quel u dans ut c'est LP de 0t à valeur dans u. C'est seulement pour simplifier la notation. Et donc la solution, ça s'écrit comme le semi-groupe appliqué à x0 plus ce terme-là. Donc à partir de l'admissibilité, on peut au moins trouver une explication, un sens, une définition à la solution mild. Il reste maintenant le y. Y c'est égal à mx. M, il est non borné. Alors, on va suivre les idées de Weiss. On va définir ce qu'on appelle la fonction de sortie. Le C, c'est la restriction, c'est le M restreint au domaine. Parce que quand X dans le domaine, le semi-groupe appliqué à X, il est dans le domaine, donc C, il est bien défini. Donc, on prend C égale à M, la restriction au domaine, et on définit cette fonction-là, c'est une fonction de t. D'accord? Comme on a M appliqué à X, donc ça, on va mettre M ici, on va mettre M ici. Donc il faut donner un sens à M appliqué à t de t. Alors pour donner un sens, il faut essayer de prolonger cette fonction de sortie à tout l'espace. D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'admissibilité de l'opérateur C, qui ça va être un opérateur d'observation. Et l'admissibilité, il est défini par la validité de cette estimation qui est ici. Donc, une fois qu'on a ça, on peut prolonger la fonction de sortie. On a un opérateur qui va dans x à valeur dans l'espace LP 0t à valeur dans U. Mais maintenant, cette extension, on aimerait bien la caractériser. Et ça, c'est grâce à Weiss aussi, qu'il a montré que la fonction de sortie, on peut l'exprimer comme mt de t de x, pas vraiment m, mais dans les applications, on va montrer que c de gamma, c'est vraiment m. D'accord? Alors ça, c'est à peu près m, mais la théorie générale nous dit que le semi-groupe, l'image de semi-groupe, pour presque partout T, il envoie dans le domaine de ce qu'on appelle de Yoshida extension, l'extension Yoshida de l'opérateur C. Il est défini comme ça. Tout ça, c'est des outils abstraits, mais l'abstrait... Oui. R, c'est la résolvante? R, c'est la résolvante. C'est lambda identité A à moins 1. C'est la résolvante. Excusez-moi, j'utilise des notations usuelles pour ceux qui font des semi-groupes. Alors, maintenant, alors on a presque donné un sens. On a presque donné un sens lorsque M, on applique M à cette partie-là. Maintenant, on va donner un sens à M appliqué à cette partie-là. Et c'est là qu'intervient l'input-output function, cette fonction-là. Donc, on peut voir, avant de commencer, on peut voir si on prend U dans cet espace-là de Sobolev avec U de 0 égale à 0, parce qu'on va intégrer par partie, on peut voir que l'intégrale, la convolution, il est toujours dans Z, dans le domaine maximal de l'opérateur. Donc, on
on peut appliquer M à phi de t à BU pour les U qui sont dans cet espace W1P0. Donc on va définir ça, on va lui donner le nom de la fonction de input-output. Et on va essayer, bien sûr, il faut que ça soit défini pour n'importe quel U dans LP, pas W10. Donc il faut prolonger aussi cette fonction-là. Et c'est ça, le prolongement de cette fonction-là dans les LP nous amène à définir ce qu'on appelle le triplet est bien posé. Alors le triplet est bien posé si B est admissible, un contrôle admissible, C un opérateur d'observation admissible, et on peut prolonger cet opérateur-là pour tous les LP. D'accord? Donc, il faut travailler maintenant dans notre cadre général, il faut travailler avec un triplet bien posé, déjà. Ben, il nous manque quelque chose, il nous manque ce qu'on appelle la régularité. Alors justement, pour avoir ce C lambda, l'extension Yoshida et comment dirais-je, faire le lien avec notre opérateur M de départ, il faut une certaine hypothèse de régularité. Une hypothèse de régularité qu'on peut trouver dans la théorie des systèmes, c'est celle-là. Alors la fonction, l'input-output fonction, la transformée de la place de l'input-output fonction, elle va nous donner la fonction transfert. D'accord? Et cette hypothèse, il vous dit que la fonction transfert il tend vers 0 lorsque lambda tend vers l'infini. Hein. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre M à la place de C de lambda qui est ici. Donc Weiss a démontré, toujours ça, c'est des résultats de George Weiss, que le triplet est régulier si il existe un lambda dans l'ensemble résolvant, tel que l'image de D lambda, il est toujours dans le domaine de cette extension Yoshida. Donc une fois qu'on a ces préparations-là, si on veut étudier ce problème sans le retard, donc sans cette partie-là, vous voyez que l'opérateur en question, pour que le problème est bien posé, c'est exactement celui-là. C'est votre problème, c'est votre opérateur AM de départ. Et ici, il faut que le domaine soit le Kerr de G-AM, parce que G-AM égale à 0. Donc, il faut étudier cet opérateur-là. Alors, pour l'étudier, on va supposer que le système il est régulier. Le système est régulier, ça nous donne seulement que les objets qu'on a considérés sont bien définis, le Y, le X et tout ça. Nous, on veut clôturer le système, et pour clôturer le système, on a besoin de cette hypothèse d'admissibilité de feedback admissible. Admissibilité de feedback qui veut dire que l'identité moins l'input-output fonction doit être invertible, bijective, dans cet espace-là, dans U de sigma. Donc, une fois qu'on a tous ces ingrédients-là, on peut montrer ce résultat que l'opérateur A, avec ses hypothèses, A1, A2 et A3, A3 c'est régulier avec l'admissibilité de l'identité, l'admissible feedback. Avec ces hypothèses-là, on démontre que notre opérateur il engendre un C0 semigroupe. Donc on a résolu le problème assez général qui regarde le cas où M il est assez général et il est non borné. Comme dans l'exemple, parce que M, dans notre exemple, c'est la mesure de Dirac au point 0. Et on travaille dans les LP, dans L1 en particulier. Et on montre que le semi-groupe, c'est-à-dire la solution, il est donné par cette fonction, par cette variation de constante formula, la méthode de la variation de la constante. D'accord? Ça, c'est important, cette écriture-là, parce que ça va nous donner la résolvante.
Ça va nous donner une expression explicite de la résolvante, et donc ça va nous donner aussi le spectre. On va voir ça. Donc, une fois que vous avez ça, alors le retard, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va nous donner une caractérisation de l'ensemble résolvant. Et vous voyez si lambda elle est dans le spectre, lambda elle est dans le spectre, si seulement si 1 il est dans le spectre de MD lambda. Et CU est de dimension finie, ça va être une matrice. Et donc vous pouvez facilement étudier, c'est une équation caractéristique. Et c'est là on tombe sur les résultats de chercher les racines de l'équation caractéristique et faire l'étude. Donc la résolvante, on peut l'écrire toujours après. Là. Et maintenant, on va passer rapidement à décrire maintenant le problème avec retard. Alors, le problème avec retard, déjà les travaux qui existent, à part les travaux de Hale, parce que Hale s'est intéressé au retard dans les espaces de fonctions continues. Après, il y a eu un intérêt aux espaces de retard dans les LP, et c'est là où il y a eu la naissance d'autres méthodes. Et la méthode, il est simple, il a été plus ou moins dit hier par Reis, c'est de voir la translation comme une dérivation. Parce que la translation, le semi-groupe associé à la dérivation est la translation. Donc si vous arrivez à voir que la translation n'est autre que la dérivation, vous pouvez étendre votre espace et travailler dans un espace plus grand, un espace produit. Donc au lieu de résoudre votre problème dans l'espace de départ, vous considérez un autre problème dans les espaces produits, vous introduisez la dérivée par rapport à S, c'est-à-dire vous mettez le retard dedans, et vous avez un problème sans retard. Et un problème sans retard, vous avez la théorie de semi-groupe, vous avez pas mal d'instruments pour le faire. Et pour revenir à votre équation de départ, il suffit de prendre une coordonnée de votre solution, parce que vous êtes dans l'espace produit, vous prenez une coordonnée et c'est celle-là qui va vous donner la solution. Et donc, on va maintenant, une fois qu'on a fait le problème sans retard, on va exploiter cette idée pour arriver à résoudre le problème sans retard. Donc, vous voyez notre opérateur en question, le retard P qui est ici, on le met ici. La dérivée, ça va nous donner la translation. D'accord? Et ce qui est au bord, on le met ici. G moins mx égale à L de G, c'est L de G. Et x égale à G de 0, c'est exactement, si vous éliminez tout ça, ça va vous donner le retard. Donc le lien entre x et g, c'est donné par cette égalité-là, et c'est ça qui va vous permettre de voir le retard. Donc résoudre ce problème-là revient à résoudre celui-là. C'est-à-dire montrer que cet opérateur-là, il engendre un C0 semi-groupe. Et trouver la résolvante, trouver le spectre, etc. Donc, je peux même m'arrêter là, mais les idées j'espère que j'ai bien expliqué les idées. Donc, le semi-groupe, on montre que ça engendre un semi-groupe, ça, ce n'est pas un problème. Et pour montrer que la seule difficulté ici, c'est de répéter, bon, ce n'est pas une difficulté, répéter les mêmes méthodes que tout à l'heure, c'est-à-dire prendre un bon B et prendre un bon C, c'est-à-dire un bon opérateur de contrôle, un bon opérateur d'observation. Et à partir de cela, vous allez définir ce qu'on appelle l'output, l'input-output function. Ça va être toujours des matrices, Et il faut maintenant avoir l'admissibilité
Hein, c'est des calculs, montrer l'admissibilité, montrer qu'il est bien posé et montrer la régularité. D'accord? Parce que tout ce bagage-là, il vous permettre, en utilisant les idées de Weiss, de faire la clôture, de clôturer le système. Et si vous clôturez le système, c'est exactement ça. C'est exactement cet opérateur-là. Faire le closed loop system, ça vous donne exactement cet opérateur-là. Donc, il y a maintenant que des difficultés techniques, il n'y a pas beaucoup d'idées. Donc, comme j'ai dit, je vais vous faire que cet opérateur-là, il va engendrer un subgroupe. Et la première coordonnée qui est ici, c'est celle qui va résoudre le problème initial. C'est la première. Donc, les idées sont la même chose que tout à l'heure. Le B, il va être un B de ce type-là, B l'identité. Tout ça, c'est naturel. En faisant les calculs, vous voyez que c'est naturel. Le C, bien sûr, le C, il va contenir L et P. J'ai inversé parce que j'ai mis U1 et U2 ici. Ce n'est pas un problème. Donc, une fois que vous détectez le bon C, le bon P, vous pouvez aller devant et montrer que cette condition-là, elle va vous permettre de montrer que l'identité, c'est un feedback admissible, c'est-à-dire cette hypothèse est vérifiée. Et donc, en utilisant les idées de Weiss, vous montrez que le closed loop system qui est donné par ça, il engendre un C0 semi-groupe. Maintenant, il vous reste seulement de démontrer que ce ACL, c'est exactement l'opérateur en question. C'est exactement cet opérateur-là, APL. Donc APL, il faut montrer que APL égale à ACL. C'est exactement ça. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait le problème sans retard, le problème avec retard, c'est tout simplement un problème technique. Et maintenant, je vais terminer. Hein? Ouais. Je peux même terminer avant le temps. Oh, non. Si tu veux des questions, tu vas pas. Non, j'ai appris de mon supervisor, mon père scientifique, qu'il ne faut jamais demander au chair combien de temps j'ai encore. Parce qu'il y a deux possibilités. Ou le chair est très gentil, il va vous dire, vous avez... Hein? Ou bien il est, je ne vais pas dire méchant, mais il va vous dire, votre temps est terminé. Donc il ne faut jamais poser cette question-là. Mais il est gentil. Hein? Alors on va la résolvante, parce que la résolvante, ça c'est une étude qu'on est en train de faire, c'est de faire l'étude spectrale. Et donc il y a toute une théorie à faire, comportement asymptotique de la solution, etc. Donc une fois qu'on a que cet opérateur-là, il est exactement égal à APL, on va exprimer le semi-groupe. Le semi-groupe, on peut l'exprimer par une formule de la variation de la constante. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, parce qu'il y a A-1 plus que celui-là. Une fois qu'on a ça, on fait la transformer de la place du semi-groupe, ça va nous donner la résolvante, et donc ça vous permet d'avoir la résolvante. Bon, la résolvante, c'est une matrice pleine, un peu longue, mais la chose la plus importante, c'est ce delta-là, delta de lambda. On peut voir facilement, avec l'expression de la résolvante, que lambda il est dans l'ensemble résolvant de cet opérateur-là, si seulement si 1 il est dans l'ensemble résolvant de ce delta de lambda. Alors delta de lambda il est exprimé comme ça. Bien sûr, à cause du retard, il faut la présence de cette fonction-là, E lambda, qui est exactement E lambda θ x. C'est la fonction qui les fonctions propres de la dérivée, et qui vont apparaître.
Et toujours l'opérateur de Dirichlet il est présent. Et il y a bien sûr la présence de l'opérateur de retard au bord et opérateur de retard de l'équation. C'est un peu compliqué, mais on est en train de faire des exemples où on peut calculer d lambda, on étudie le spectre et tout ça. Donc ça, c'est des travaux à faire encore. Une autre question qui est aussi importante, parce que dans les applications, il faut que votre solution soit positive. Et donc, il faut essayer quand même de voir quand est-ce qu'on a positivité de la solution. Alors, la positivité de la solution, bien sûr, il faut avoir que les opérateurs M, P et L doivent être positifs. Il faut que le semi-groupe de départ, c'est-à-dire A, celui avec le kerr de G égale le domaine de A égale à kerr de G, il doit être positif, donc la résolvante semi-groupe positive équivalent à résolvante positive. Il faut que l'opérateur de Dirichlet qui apparaît aussi dans la résolvante soit positif. À tous ces hypothèses-là, il y a E ici, assume. Toutes ces hypothèses-là sont plus ou moins naturelles. Cette hypothèse-là, il apparaît bizarre à première vue. À première vue, il apparaît bizarre, mais ce n'est pas bizarre parce qu'on peut démontrer que cet inverse-là, il est positif si seulement si il existe un lambda 0 tel qu'on a inférieur strictement à 1. Donc cette hypothèse-là, il donne la positivité de l'identité moins d lambda m à moins 1. Dans tous les cas, dans les applications, dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, toutes ces hypothèses-là sont vérifiées. Donc la solution elle est positive. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter ce travail qui vient d'apparaître. Il y a tous les détails qui concernent la théorie, les références et tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.